cas dans la plupart d'autres continents. Et on dit que l'Afrique est pauvre alors qu'elle est aussi la source ou le berceau ou l'origine même ou le réservoir des ressources naturelles. Tout cela, ça nous amène à penser et à discuter ce soir de ce sujet en se demandant si c'est possible de mettre fin à la pauvreté en Afrique ou si c'est un rêve. Oui, vous vous souvenez, Solange, il y a une émission que nous avions faite sur l'image de l'Afrique et quand on voit l'image de l'Afrique dans le monde, on ne voit que la pauvreté. Donc, on s'imagine qu'en Afrique, je crois que même les gens qui sont sur d'autres continents, qui ne sont jamais arrivés en Afrique, ils pensent qu'en Afrique, donc c'est la pauvreté, c'est l'image qu'ils reçoivent de l'Afrique. C'est donc de ça qu'on va parler pour voir si vraiment il y a des moyens d'éradiquer cette pauvreté ou si ça va rester comme ça, s'il y a quelque chose à faire de la part des leaders d'Afrique, de la part de la population en général. Donc, c'est de ça que nous allons parler et c'est pour cela que nous avons aussi les invités que j'espère bien ils vont nous aider à mieux pouvoir analyser ce sujet que je crois que c'est pas peut-être la première fois que vous l'entendez, que ça vient dans vos oreilles. Vous avez vu comment il y a un problème de l'immigration, des Africains qui vont ailleurs pour voir où il y a l'herbe pourrait être un peu plus verte. Donc, ils croient que peut-être que c'est ça la voie de chercher la solution qu'ils ont trouvée ou peut-être que ça peut changer ou peut-être que... Donc, on va voir quelle voie, quel chemin on peut suivre pour trouver la solution à ce problème. Comme je le disais, nous avons les invités ce soir. Nous sommes avec Monsieur Kanyana Kabale Bernard. Il a vraiment une expérience dans la carrière qui est en relation avec l'éradication de la pauvreté. Quand j'écrivais sa biographie, ça a été long que j'ai décidé de seulement vous en dire quelques lignes et que vous pourriez peut-être plus tard faire aussi des recherches parce que je suis sûre que interagir avec lui continuellement, ça pourra aussi vous aider à acquérir d'autres idées. Donc, Monsieur Kanyana Kabale Bernard est un journaliste de profession depuis, je dirais, 1995. Là, en 1995, il était dans l'éducation, formation coopérative ici au Rwanda. C'était donc pour la formation des coopératives. Avant, il avait été enseignant de l'école secondaire, notamment à Kibeho, ici au Rwanda. Mais il a aussi été enseignant à l'université dans l'ex-Zaïre, qui est au Congo. Ça, c'était avant 1994. En parlant de sa carrière de journaliste, il a travaillé pour Grand Lac Hebdo, c'est un journal. Il a aussi travaillé pour journal Amani. Il a aussi travaillé pour Imvaro et La Nouvelle Relève. Où il a été aussi rédacteur en chef dans un journal qui s'appelait Temps Éco, éco pour dire économie. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre avec lui. Il a aussi publié un livre en 2016 que j'ai ici, qui est nommé Le mystère de Lia Ngombe, icône de paix, poésie des Grands Lacs. C'est lui. C'est aussi un écrivain. Oui, et poète. Donc, c'est écrit, le sous-titre de ce livre, qu'il est poète en des jours impies, vient préparer les jours meilleurs. Il est l'homme des utopies
les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est profond. Hein? Bienvenue, Monsieur Kabale Kanyama. Merci beaucoup, Madame Solange. Merci. Nous sommes aussi avec Monsieur Alfred. Lui, je dirais même pas que c'est notre invité parce que nous travaillons souvent avec lui, c'est notre collègue. Lui aussi, il est directeur de publication du magazine Charlie Logon et PDG du groupe Charlie Logon Media International. Il va aussi nous aider à analyser ce sujet. Bienvenue, Monsieur Alfred. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, Alfred. On parlait justement au début de cette émission, on disait qu'on va parler de la pauvreté en Afrique, un sujet qui suscite des débats. Quand les gens commencent à parler de la pauvreté de l'Afrique, il y a des mécontentements, il y a des lancements de responsabilités, des gens qui se disent non, c'est les Africains même qui doivent se tirer de la pauvreté, et d'autres disent non, non, c'est les colons. Donc, on aimerait savoir, pour vous, quelles sont les causes de la pauvreté que nous voyons en Afrique. Est-ce une maladie, Monsieur Kabale? Avant de commencer, il nous faudra d'abord circonscrire le terme pauvreté. C'est quoi en fait? Mais pour moi, la pauvreté est une sorte de coopérative dans laquelle on nous a placés. Qui vous a placé? Qui a placé qui? Ceux qui appauvrit, c'est les autres. Les autres, c'est qui? Les autres, ce n'est pas l'enfer, comme disait Sartre, mais les autres sont ceux-là qui sont venus formater cette Afrique où nous sommes. Ceux-là que vous avez appelés colons ou colonisateurs ou néocolonisateurs, ce sont ceux-là. Ils nous ont placés dans la coopérative et ils ont même signé un acte de naissance, tellement que pour sortir de cette pauvreté, pour nous, il faut se battre beaucoup. Il faut d'abord refuser d'être pauvre. Je crois que c'est possible, et très possible. Oui. Et donc, vous dites que c'est les autres qui ont mis les Africains dans la pauvreté, c'est ça? Pourquoi je dis cela? Ce sont eux-mêmes qui la définissent. La Banque mondiale définit la pauvreté par avoir faim. Est-ce que les Africains ont faim ou devraient avoir faim s'il n'y avait pas eu d'antécédents colonisateurs? C'est une question. Est-ce que même après la colonisation, l'Afrique doit vraiment souffrir de la faim alors qu'il y a tout? Vous veniez de le dire, il y a tout en Afrique. Je vais donner un cas concret. En ma qualité de développeur rural, j'ai été dans un coin de la République démocratique du Congo où nous avons trouvé dans les greniers des gens qui habitent au fond de la forêt les produits agricoles vieux de 10 ans. Et qui ne sont pas écoulés alors que les agriculteurs continuent à travailler. Année par année, ils produisent et ils essaient d'écouler. Mais ils n'arrivent pas à écouler tout ce qu'ils produisent. Ça, c'est un problème. C'est un problème de voies de communication. Et ces voies de communication, ce n'est plus aux producteurs de les mettre en place. C'est à quelqu'un d'autre. À l'autorité nationale notamment. Et cette autorité nationale, pour mettre en place les voies de communication, pour tracer les routes praticables, il faut une coopération internationale. Et vous savez vous-même ce que cette coopération internationale et comment elle travaille. Nous avons des difficultés à arracher des projets de construction des routes, notamment auprès des spécialistes chinois ou européens. Est-ce que nous allons maintenant dire que
ces gens du fond de la forêt qui ont tout pour manger, qui mangent à leur faim et qui n'ont pas de problème de conflit entre eux, sont vraiment pauvres. Non, pour moi, ils ne sont pas pauvres. Ils sont appauvris. Ils sont appauvris. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Alfred? Merci de m'avoir donné la parole. Qu'est-ce qui appauvrit, c'est les Africains? Ce sont les Africains même ou les autres? Bon, ce qui appauvrit les Africains, d'abord, on peut essayer de voir l'histoire de l'Afrique. L'Afrique a été partagée en plusieurs États. Sinon, on le sait très bien que bien avant les années 1880, l'Afrique n'était pas partagée. Les Africains vivaient en une seule famille. Et les Africains s'organisaient très bien. Et le monde entier le sait à travers l'histoire de l'Afrique, les histoires archéologiques de l'Afrique. Et tout le monde confirme que l'humanité, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui a construit l'humanité. Donc, quand ils ont partagé l'Afrique, ce sont les différentes grandes puissances qui ont partagé l'Afrique. Et subitement, nous avons vu les États qui sont nés. Et subitement, nous on a vu des gens posséder des nationalités. Et là, j'ai rejoint le grand frère par rapport à l'acte de naissance de l'Afrique qui a été falsifié. Donc, à mon niveau, je peux dire que l'acte de naissance falsifié, c'est que les envahisseurs, ou soit ce qu'on peut tous appeler les colonisateurs, quand ils sont venus, ils ont d'abord cherché à déposséder tout ce qui fait la force des Africains, à tous les enlever. D'abord, on les a enlevé leur culture pour pouvoir les assimiler, les soumettre à l'assimilation. Et ça, quand on enlève la culture d'un peuple, le peuple perd son identité. Et quand un peuple perd son identité, ce peuple perd le courage d'avoir confiance en lui. D'où maintenant naît la pauvreté. Et cette pauvreté est psychologique. Elle n'est pas pratique. Est-ce que, bon, pour tout un Africain lambda, est-ce que c'est vrai l'Afrique où l'Africain est pauvre? Non, on ne le croit pas. Mais par rapport à la culture étrangère imposée aux Africains, cela a tendance à contrôler les habitudes des Africains. Et les Africains perdent la confiance en eux. Et ça a une force sur le quotidien de tous les jours des Africains. Voilà, c'est ça ce que moi je peux dire. Oh, mais vous avez mentionné du partage là où sont nés les pays en 1880, oui. Mais moi, je suis venue à me demander, est-ce que avant que les colonisateurs ne viennent, les Africains étaient-ils riches? Mais bien sûr, on peut revoir les années de l'Égypte pharaonique, l'histoire, l'Égypte antique. L'Égypte fait l'histoire. Donc on sait très bien que l'Égypte kamite, l'Égypte des Africains, ont tout créé, ont tout développé. Ok, c'est-à-dire que si les Africains étaient riches avant les colons, oui. Qu'est-ce qui les a empêchés de continuer d'être riches même après?
puisque nous comptons plus de 50 ans 50 années d'indépendance. Oui. Si les colonisateurs sont partis, pourquoi les Africains n'ont pas pensé à retourner à la situation de départ pour se dire, voilà comment on était avant, on doit retourner là-bas pour qu'on puisse bien démarrer ou bien progresser. Pourquoi? Bon, je peux dire ici, l'Afrique a été envahie et agressée vers le XIIe siècle. L'Afrique a été envahie par les Européens. Et bien avant les Européens, les Arabes. Et quand ils sont venus en Afrique, c'est pas pour venir aider l'Afrique. Ils sont venus piller l'Afrique de toutes ses richesses. Donc, cela a beaucoup de l'impact sur le futur de l'Afrique. Même après la Première et Seconde Guerre mondiale, des années 45, cela a eu beaucoup de l'impact. Et avec les années 60, quand les États européens ont donné les indépendances aux États africains, ils ont déjà pris de l'avance. Parce que leurs ancêtres avaient déjà massacré les Africains. Ils ont pillé, ils ont pris de l'avantage. Donc, ce que les Africains doivent faire, c'est de faire un repédalage en arrière. Ils doivent aimer leur culture, assurer l'éducation à leurs enfants et organiser leur peuple. Et je dis ici organiser le peuple, pourquoi? Parce que un peuple qui n'est pas bien organisé est voué à l'échec. Je voudrais poser la question à Kanyana à propos du rôle des Africains. Est-ce qu'ils sont les seuls, pourront éradiquer la pauvreté, les Africains, ou bien ils ont besoin encore d'une autre force extérieure qui va les aider à s'organiser comme Alfred vient de le dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Africains eux-mêmes se prennent en charge? Je reviens un peu en arrière. Avant de combattre un ennemi, il faut d'abord l'identifier, le circonscrire et le connaître. Comme mon confrère vient de le dire, mon confrère Alfred, la pauvreté de l'Afrique, elle n'est pas une pauvreté venue de l'Afrique. Elle a été imposée à l'Afrique. Je l'ai même dit au début, elle a été inséminée dans les Africains. Et je veux vous démontrer, non pas par l'exemple de l'Égypte, mais l'exemple de ce pays où nous sommes. Historiquement, la société rwandaise était stratifiée en éleveurs, en agriculteurs et en artistes et chasseurs, n'est-ce pas? La société était harmonisée de telle façon que on pouvait partir d'un groupe vers un autre selon qu'on est convaincu qu'il faut quitter le groupe où on se trouve. Un éleveur pouvait devenir agriculteur et un agriculteur pouvait devenir éleveur. Même un chasseur, un potier, je ne veux pas revenir dans les terminologies d'appellation, il pouvait quitter le métier de potier et monter à l'agriculture, et de l'agriculture monter jusqu'à être éleveur. C'était possible. On désignait cela par Guhakwa. Guhakwa, c'est d'ailleurs vous-même qui nous parlez maintenant. Vous êtes en train de Guhakwa à Isango Star, qui vous paye. Ah, d'accord. Votre boss, c'est Isango Star. Alors, à partir de cette relation contractuelle, les gens pouvaient se départager la richesse. Et dernièrement, nous avons eu
une soirée culturelle avec Inte Koiziri Kana à Kankigali. On a démontré que dans le temps, lorsqu'une femme avait un bébé, elle le mettait au dos. Après l'avoir nourri, elle lavait et puis elle prenait un pot de lait. Et elle marchait paisiblement, de sorte que même une mouche ne pouvait pas la toucher parce qu'elle était sacrée. Elle est mère de bébé. Et dès que le lait qui se trouvait dans le pot était épuisé le long du voyage, cette mère de famille était autorisée à passer chez le premier éleveur à côté pour faire encore de nouveau le plein de ce pot de lait pour que l'enfant ait quelque chose jusqu'au bout. Cette façon de faire est connue dans la culture de ce pays. Mais avec la venue de ces gens de l'Europe, avec leur capitalisme, maintenant, il n'est plus possible que moi, Kanyana, je passe près de chez Solange, à Yanone, même si on est en train de transvaser de l'Uruguagua, c'est pour vendre. Si je n'ai pas d'argent, je ne bois pas. Je vais continuer avec ma soif. Seulement en respect de la culture occidentale. Je vais revenir encore à un exemple. Il y a un chercheur nigérien qui a bien souligné que lorsque quelqu'un vous extrait de votre substrat culturel, il part avec. Vous oubliez le chemin qui rentre à la maison. Oubliez le chemin qui rentre à la maison, c'est-à-dire vous n'êtes plus vous qui habitez à cette maison là-bas. Vous devenez un oisif. Vous planez comme un papillon. Et jusqu'à quand? Indéfiniment. Juste... Oui, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête quand vous avez parlé de cette histoire de comment les femmes partaient en voyage avec les enfants et comment elles pouvaient avoir accès au lait. Mais je me rappelle que pour le moment, nous sommes en train d'essayer de copier des pays développés, de leurs méthodes pour essayer d'éradiquer notre pauvreté, et notamment ce capitalisme que vous avez mentionné. Nous travaillons pour pouvoir être payés de l'argent, pour essayer de changer de classe sociale, pour essayer juste d'éradiquer la pauvreté. Donc vous voulez dire que le capitalisme ne va pas nous aider à éradiquer cette pauvreté? Puisque non, chez eux, ils sont riches et ils sont capitalistes. Tout ce qui est dans ce monde pourrait servir, mais à une condition, savoir choisir qu'est-ce qui vous va mieux et qu'est-ce qui vous va moins. Et comme vous dites que désormais nous allons au travail, nous signons les contrats pour essayer de combattre la pauvreté, je vous signale qu'il y en a qui vont au travail pour aller s'y appauvrir davantage. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Lorsque vous étiez agriculteur et que vous aviez 3 vaches et 3 hectares de terre. Mais à un moment donné, à cause de l'idéologie, de la recherche et de l'argent capitaliste, vous quittez votre travail, vous allez travailler pour quelqu'un qui vous paye ce qu'on appelle en Kinyarwanda inti chantikize, c'est-à-dire un salaire de misère. Ce même salaire de misère, vous pourriez le multiplier par 10 en travaillant dur chez vous. Mais comme vous avez abandonné votre moyen de production, alors vous allez endurer la pauvreté et vous allez mourir même pauvre tout en marchant sur la richesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. La solution est là. Je l'ai bien donnée. Refusons d'abord d'être pauvres. Comment? En refusant d'être pauvre, c'est-à-dire refuser d'être identifié comme pauvre, travailler, se mettre ensemble en mouvement coopératif. D'ailleurs, le gouvernement le signale. Nous y mettre et travailler dans l'équité, sans tricherie, et on va produire
tout le monde sera satisfait. Vous avez même oublié que le gouvernement de ce pays a lancé un programme dit Girinka, c'est-à-dire ayez la vache. Vous savez que ce seul programme suffit à aider les agriculteurs, les artistes et les éleveurs. Parce que la vache, avant même de produire un petit et de donner du lait, la vache produit la bouse pour la fertilisation. N'est-ce pas? Et si cette vache vieillissait même et qu'elle était abattue, même la peau de la vache pourrait produire des sacs, pourrait produire des vestes, pourrait produire beaucoup d'histoires. Même les sabots peuvent produire des pointes de chaussures. Mais nous, on copie toujours l'Occident. On attend qu'il y ait un expert en tannerie pour venir nous démontrer comment on tanne la peau. Alors que ça se trouve dans notre passé ancestral. Je me rappelle, ma propre mère pouvait tanner la peau de mouton avant de la rendre plus ou moins tissu et porter des bébés au dos. Moi, j'ai vu ça. Et pour tanner, elle utilisait des feuilles qu'elle allait chercher dans la brousse. Et elle était experte en tannerie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'héritiers, ni d'héritières qui ont suivi ce métier de tannerie. On attend que la tannerie soit moderne, entre guillemets, c'est-à-dire à la mode européenne. Alors, ça nous ramène à ces projets de Made in Rwanda, des produits fabrication locale. Est-ce que vous croyez que ça peut nous donner l'espoir? Exactement. Made in Rwanda, c'est vraiment salutaire pour ce pays. Mais Made in Rwanda, que ça ne soit pas seulement cette chemise que je porte. Que ce soit même Made in Rwanda dans la pensée des gens, dans la façon de faire et dans la façon d'être. Monsieur Kanyana, ma question, ma préoccupation, c'est comment changer cette mentalité. Si les gens ont vécu comme ça pendant 50 ans ou même plus de générations, et comment changer cette façon de penser et se dire, voilà, aujourd'hui, en tant qu'Africain, on doit retourner en arrière, comme Alfred l'a dit. On se demande comment. Est-ce qu'on va arrêter, on va stopper tout ce que l'Occident a apporté à l'Afrique et commencer leur propre développement, leur propre façon de faire? Non, je crois que là, on se serait trompé. Alors, comment marier les deux? Pour pouvoir y parvenir, d'abord, refuser d'être pauvre. 2. Chercher les moyens locaux à valoriser pour quitter la situation de misère, la situation de pauvreté, entre guillemets. Et ça existe, c'est possible, c'est faisable. 3. Il faut alors copier, même pas copier, essayer d'imiter les façons de faire pour qu'il y ait transaction entre les peuples voisins. Si nous, on produit les haricots, qu'il y ait transaction entre nous et ceux qui produisent la pomme de terre dans le nord. Si on produit les petits pois au sud, qu'on cherche comment faire les transactions avec les gens de l'Est qui produisent beaucoup plus de bananes. Transactions commerciales à l'exemple de l'Europe, mais sans copier l'Europe. Et dans ce pays, je crois que le processus a été lancé. Il est là. Mais il reste à mobiliser presque la majorité des gens pour s'y impliquer et travailler de plein pied. Pas y aller de 2 pas en avant et 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Ou y aller de 4 pas en avant, 5 pas en arrière. Il y en a qui font ça. Qui font ça parce qu'ils cherchent leurs propres intérêts égoïstes. Cherchons d'abord à éradiquer la pauvreté nous imposée. Oui, chaque révolution Elle est procédurale, c'est un processus. C'est un processus, mais elle est initiée par un petit groupe de gens.
Alors, qui va maintenant initier ça? Mais il est là déjà, nous avons un éclaireur, le guide éclairé, pas celui du Congo, le guide éclairé de ce pays. Quand il parle, écoutez ce qu'il dit. Oui, je pose la question. Moi, j'ai toujours pensé que cet homme-là est providentiel. Oui, merci beaucoup. Je voulais poser la question à Alfred justement. Oui. Et lui, il vient du Tchad. Oui, je viens du Tchad. Et alors, il a parlé du leader rwandais. Est-ce qu'on a beaucoup de leaders africains qui veulent vraiment s'appuyer sur l'initiative de notre président Kagame pour qu'il puisse aussi commencer à changer l'Afrique, ne pas compter sur les Occidentaux? À mon avis, je vois qu'il y a des exemples de leaders, tels que l'exemple du président de la République, Paul Kagame. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de projets en cours. Les projets tels que moi, bon, je ne suis pas rwandais, mais on disait... On va vous adopter, ne vous en faites pas. L'autosuffisance. Donc, c'est des projets que, d'ailleurs, le Rwanda, en tant qu'un État, le Rwanda commence à séduire beaucoup des États africains. Et nous voyons beaucoup de chefs d'État ont défilé ici à Kigali pour venir prendre des connaissances par rapport à l'élan de développement que le leader Paul Kagame a lancé. Donc, c'est des très bonnes initiatives, mais il faut un leadership vraiment patriote. Parce que ce n'est pas facile. Il faut un leader visionnaire. Et pas un leader qui va vraiment recevoir les ordres de l'extérieur pour pouvoir mener ses programmes politiques ou bien ses programmes nationaux. Non. Donc, il faut un leader qui aime d'abord son pays. Où est-ce qu'on va trouver ce leader? Mais bon, on a déjà quelques-uns, à l'exemple de Paul Kagame, on a déjà d'autres aussi. Ils commencent à naître. Donc, c'est petit à petit que l'Afrique va découvrir ses leaders, parce que il va falloir accorder un peu de temps à l'Afrique. Et aussi, il faut aussi reconnaître que l'Afrique d'aujourd'hui a une opinion. C'est pas comme l'Afrique d'hier. À l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, les Africains s'entendent mieux. Donc, ils communiquent et ils apprécient des actions des autres États par rapport aux États qui ne font rien, mais qui ont des financements, qui ont des ressources, mais ils ne font rien. Vous voyez? Mais là, vous avez mentionné quelque chose qui me rappelle aussi des citoyens, des Africains, quand vous avez dit que maintenant ils s'apprécient, il y a l'Internet qui fait qu'ils se communiquent. Mais en se communiquant, je me rappelle aussi de cette culture que nous avons basée sur la famille, les traditions. Vous voyez, dans une famille qui a 10 membres de la famille, vous voyez qu'il y a une seule personne qui va au travail. C'est pourquoi je vais revenir encore sur le point du capitalisme. Ce que tout le monde doit comprendre, le capitalisme, derrière un capitalisme, il y a une culture. Et qui a créé le capitalisme? C'est le colon. Et la culture qui est derrière ce capitalisme, c'est une culture d'exploitation. Donc l'Africain qui vivait avec sa culture de social est en train d'être désocialisé par rapport à l'arrivée du capitalisme. Donc, pour que l'Afrique puisse se reconnaître
riches et non pauvres, il va falloir être beaucoup plus social. Oui, il faut que les Africains soient des socialistes. Parce que le capitalisme que nous voyons, que le capitalisme qui a envahi l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir dans une famille, il y a des gens qui travaillent, mais à cause du capitalisme, ils ne parviennent pas à aider les autres. Et avec ce capitalisme, d'où derrière, il y a une culture, cette culture du capitalisme, qui empêche l'Africain de se définir et d'aller travailler de ses propres forces. Je peux donner un exemple. Il y a beaucoup de diplômés sans emploi en Afrique. Mais ceux-là, ils veulent absolument aller travailler dans les bureaux. Parce que dès qu'ils étaient à l'école, on les a inculqués dans la tête que pour gagner sa vie, pour être riche, il faut aller travailler dans un bureau. Donc, ils sont là avec le diplôme, ils croient à leur diplôme, mais ils refusent d'aller travailler parce qu'ils se disent que non, je suis diplômé, tel travail, je ne peux pas le faire. Donc, c'est cette culture du capitalisme-là, cette culture d'exploitation que le colon, je peux le dire que c'est sous forme du logiciel que le colon a installé dans la tête des Africains. Et il faut le désinstaller. Mais là, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, qui est pour moi un peu comme une contradiction. Si vous parlez du communisme, donc des gens qui doivent aider les autres, disons l'exemple d'une famille. Oui. S'il y a quelqu'un qui va au bureau, qui peut travailler et qui a beaucoup des gens qui sont au chômage et qui ont leur diplôme, pourquoi ne pas les encourager à faire l'entrepreneuriat, à faire des petits projets pour qu'ils travaillent eux-mêmes? Pourquoi revenir à cet esprit de les aider? Est-ce que ça va... parce que je ne sais pas si ça va les inciter à travailler. Le problème, c'est quoi? Quand on a un leader patriote, un leader, bon, je parle directement, je parle au président. Oui. Oui, quand on a un bon président, ce président se soucie de sa population. Et quand il se soucie de sa population, il établit un programme. Et à travers ce programme, son peuple va en profiter. Mais il y a une chose, il y a des guerres froides, il y a des guerres froides qui existent en Afrique. Il y a beaucoup d'organisations étrangères qui cherchent... Il y a aussi des guerres chaudes. Des guerres civiles. Et il y a froid des chaudes. Les guerres froides menées par les organisations pour déstabiliser les programmes politiques des chefs d'État. Parce que quand vous allez voir que quelque part, quand des populations sont tentées de s'organiser, bon, on voit subitement que dans certains États, on les empêche de s'organiser. Et là, dans ce cas, moi je parle que ce pays-là n'a pas un bon leader. C'est un leader manipulé de l'extérieur. Ou soit un leader manipulé par les organisations étrangères sur son sol. Mais un bon leader qui aspire au développement de son pays, va toujours aider sa population à s'organiser. Oui. Du plus grand jusqu'au plus petit. Les gens seront mieux organisés. Quand les gens sont mieux organisés, les gens savent déjà où est-ce qu'ils vont et d'où ils viennent, d'où leur culture. Ils ne vont pas oublier leur culture, du passé. Voilà. Merci beaucoup, Alfred. J'ai une question qui concerne la dépendance financière des pays africains vis-à-vis des donneurs, des bailleurs de fonds ou de la communauté internationale. Est-ce qu'on peut parler de la lutte contre la pauvreté
en se basant sur ses propres ressources, alors que nous savons que chaque fois, si un enfant est à la maison, il dépend de ses parents. Ses parents sont eux qui donnent tout. Quand l'enfant est plus indépendant financièrement, il part pour se faire sa vie. Est-ce que ici c'est possible vraiment que les Africains eux-mêmes peuvent éradiquer la pauvreté alors qu'ils doivent dépendre, ils dépendent même financièrement de l'extérieur? Monsieur Kabalé. Alfred, je peux répondre rapidement. Bon, ici, moi je peux dire que c'est possible. Les Africains peuvent être financièrement indépendants. Pourquoi j'explique? Parce que d'abord, il faut éradiquer la corruption. Parce que tant qu'il y a la corruption, cette corruption risque d'empêcher la bonne gestion dans un État. Donc il faut que les États mettent des lois fortes pour brimer ceux qui sont à chaque fois apparaissent comme corrompus. Donc ils soient jugés et condamnés par rapport à ça. Donc si nous luttons contre la corruption, nous pouvons déjà, même si dans un État, l'État n'a pas assez de moyens, avec le peu qu'ils ont et avec la bonne gestion, sans la corruption, l'Afrique peut s'en sortir. Et aussi, je peux l'ajouter aussi avec un esprit de socialisme. Déjà, c'est une source de force, déjà, du patriotisme pour aider l'État vraiment à être autonome, comme on le dit, financièrement. Oui. Alors, pour reprendre la parole qui m'avait été donnée, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. On partage tout, sans être vraiment socialiste. Mais il faut plutôt qu'on soit socialisant pour ne pas s'attirer la foudre des capitalistes occidentaux. Appelons-nous socialisants, pas socialistes. Ils auront peur. Peut-être avant que vous nous répondiez, excusez-moi, j'aimerais rappeler à notre audience qu'ils peuvent participer à cette émission. Je m'excuse, Monsieur Kabalé, en appelant au numéro qui va défiler sur leur écran. Ils peuvent aussi nous écrire, réagir sur notre groupe, notre WhatsApp. Numéro WhatsApp qui va aussi circuler sur l'écran parce que nous aimerons aussi savoir ce que vous pensez. Vous pouvez aussi appeler ou envoyer un message sur WhatsApp et nous dire si vous croyez que l'Afrique va se défaire de cette pauvreté qui est là depuis des années et des années. Alors, Monsieur Kabalé, donc parlant de la dépendance financière des Africains. Merci madame. Nous avons des cas concrets. À un moment donné, comme pour punir certains pays, pour n'avoir pas obéi à la volonté de la Banque mondiale, on a fait des embargos, notamment contre le Zimbabwe. Mais Zimbabwe a tenu debout malgré l'embargo très durable. Et même ici chez nous, juste après le génocide des Tutsis de 1994, n'est-ce pas? Parce que les Occidentaux se sentaient coupables ou culpabilisés quelque part. Ils savent que sans leur main, le génocide de 1 million et plus de personnes n'aurait pas été possible dans 3 mois. Alors, vous avez vu comment ils ont fait? Ils ont prononcé l'embargo contre ce pays. Vous vous rappelez que le gouvernement avait mis en place un programme d'autosuffisance financière. Je ne sais plus comment on l'a appelé. Vous pourrez me rappeler où on va aller chercher. C'était, je crois, le premier né avant Kouidira. On a survécu. Et en survivant, en démontrant à ces gens qu'on n'a pas besoin de leur argent, qu'on peut aussi vivre sans leur argent, évidemment, on a vécu difficilement. Alors, ils sont eux-mêmes arrivés
à revoir leur programme et ils ont commencé à coopérer avec ce pays. Et je vais revenir comme un mystique. Ce pays est un pays d'imam. Il ne faut pas jouer avec ce pays. Il est vraiment... Un pays de Dieu. Le Rwanda ici est un pays extraordinaire. Depuis le XVIe siècle, si vous voulez, il est venu dans ce pays un homme, vous avez lu le titre du livre, un homme nommé Yangombe. Et curieusement, il venait de l'Ouganda aussi, dans la région du Toro. Il est venu avec sa femme Nyirakajumba. Et il n'est pas venu conquérir le pouvoir comme les autres armées. Lui, il est venu, je crois, pour les besoins de faire ces rites à l'honneur d'Imana. Il a habité proche de la royauté à l'époque du roi Ruganzu Ndoli II. Et pendant qu'il faisait ces gestes mystiques là-bas, qui n'étaient pas habituels aux Rwandais, il y a des Rwandais qui ont fui parce qu'ils sont ils aiment beaucoup les bouches à oreille pour détruire les autres. Ils sont allés dire au roi, Seigneur, mais il y a un homme là-bas qui vient juste pour vous éjecter. Et l'homme là-bas, il l'a su, je ne sais comment. Moi non plus, je ne sais pas. L'homme est venu et il s'est mis à genoux devant le roi Ruganzu Ndoli. Il a dit, Seigneur, continue. Il y a un appel. Allô? Il y a un appel, excusez. Allô? Oh, il est parti. Nous avons entraîné. Alors il a dit, Seigneur, je vous propose de continuer à administrer ce pays. Moi, je veux conduire la population vers Imanaï Rwanda. C'est-à-dire ce pays est un pays le Dieu du Rwanda. Dieu du Rwanda. Dieu du Rwanda. Donc Dieu n'est pas rwandais. Mais Dieu du le Rwanda qui est de Dieu. Hein? Oui, le Rwanda. Mais je m'excuse, j'ai traduit. On peut dire en un mot, Vous voulez dire, pays Dieu n'est pas sacré. rwandais, mais il est du Rwanda. Oui, alors. Ce pays est d'Imana, il n'est pas de Dieu. Même le mot, il me fait mal aux lèvres. Et en quoi cela est lié à la pauvreté alors? Ou comment ce que vous venez de nous dire, ça peut contribuer à éradiquer la pauvreté dont nous sommes en train de En parler? plus en Afrique, dans les mots pas seulement au Rwanda. de Yangombe, il fallait voir dedans la séparation entre le pouvoir et l'Église, la foi. Et c'est ça qui trouble beaucoup d'États aujourd'hui. Il y a des États islamiques, des États très chrétiens qui se battent et qui s'entretuent, vous connaissez. Vous vous rappelez des croisades, au nom des dieux, de leur Dieu. Ils ont tué des gens. Mais Yangombe, lui, voulait séparer le pouvoir avec la religion. Et c'est ça la démocratie. Quand on sépare Dieu, donc l'espérance, la foi, avec le travail administratif, avec le travail d'organisation de la population, avec le travail de production, il y a moyen d'arriver à faire quelque chose. Mais quand on commence à dire non, au nom de Jésus, donnez l'argent, mais vous appauvrissez les gens qui viennent prier avec vous. Là, je ne suis pas d'accord. Alors, vous croyez que si la religion contribue à l'appauvrissement des gens? Ah oui, mais c'est cette même religion occidentale qui nous a appauvris le plus avec les béatitudes. Heureux les pauvres, ils verront Dieu. Est-ce qu'on voit Dieu d'ailleurs d'abord? Peut-être il faut bien, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission, le christianisme ou l'islam ou les religions, si c'était bien pratiqué, je pense que ça ne causerait pas de problème, mais plutôt les Africains, comment ils vont retrouver leur culture? Parce qu'il a parlé de... Je ne suis pas contre la religion chrétienne. Je ne suis pas contre la religion islamique. Oui. Je suis pour le respect de la foi des locaux. Si le christianisme était venu et
s'il avait pris les pratiques religieuses ancestrales, notamment les Koubandois qui solidarisaient les habitants de ce pays, je crois qu'on ne serait pas arrivé au génocide. Parce que entre les croyants en Dieu, au nom de l'Église catholique et au nom de l'Église de la religion traditionnelle, Monsieur Kabali, il y aurait beaucoup plus de solidarité entre comment les retourner justement à ces valeurs? On Comment ne peut retourner pas là-bas? retourner. On va s'en inspirer pour faire un programme vers l'avant. Et c'est ce qui est pratiqué dans ce pays. Et ça va commencer par où? Par les classes, par les écoles ou par les familles ou... Ça va commencer par les individus. Votre propre tête, la tête de votre compagne, la tête de mon confrère qu'on adopte comme Rwandais aujourd'hui. Et nous sommes tous conscients que la religion occidentale nous a formatés, alors nous cherchons à la marier. Nous croyons en Dieu. Nous la marions avec une pratique ancestrale. Et pour cela, je vais revenir au concret. Dernièrement, quand on était à Kankigali, le ministre de Minougoumé, c'est-à-dire l'unité des Rwandais, il a bien souligné que nous devrions reprendre le Guterekera ancestral. Parce que le Guterekera n'est pas contre le progrès des Rwandais. Et même l'Église catholique, quand le prêtre est à l'autel, vous savez qu'il terekere lui aussi. Si on peut dire ça. Merci beaucoup, M. Kabali. D'ailleurs, il le dit. Le temps n'est pas vraiment favorable et nous allons vers la fin. Les Rwandais vont continuer à se chercher et les Africains en général jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, quitte à ce qu'ils peuvent copier ce qui est copiable et laisser ce qui... Non, il ne faut pas copier. Regardez. Il ne faut pas Imiter. copier-coller. Il faut chercher les bons, marier avec les bons que vous avez et vous laissez les mauvais que vous aviez et laisser les mauvais qu'on vous a amenés. Ok, merci Alfred. Puisqu'on on va jusqu'à la fin de notre émission, nous avons parlé justement de la culture des Africains. Et aujourd'hui, quand vous voyez les Africains et même les jeunes, surtout les jeunes gens, ils veulent plutôt imiter la culture occidentale. Et c'est pour ça que la Chine, par exemple, a stoppé les médias sociaux qui ne sont pas chinois. Ils ont choisi ce qu'ils doivent donner à leurs enfants pour ne pas tout avaler sans mâcher. Oui. Est-ce que j'amène cet exemple pour vous demander si c'est possible que les Africains aussi commencent à penser d'eux-mêmes, pas de l'Occident? Oui, c'est possible. Surtout les jeunes gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout au niveau de la jeunesse, les grandes décisions viennent toujours d'en haut. Des grands leaders, des présidents, ils doivent quand même chercher à contrôler. C'est un contrôle positif, contrôler quand même la culture que consomment les Africains. Est-ce qu'elle reflète vraiment la culture historique de l'Afrique? Si elle reflète vraiment, alors il fallait l'embellir et le faire monter. Mais si cette culture dont la jeunesse africaine vit dans cette ambiance n'est pas le reflet de la culture africaine ou bien de nos histoires, alors il va falloir maintenant que des États puissent mettre des restrictions par rapport à cela. Et c'est pourquoi vous avez donné tout à l'heure que la Chine interdit certains programmes ou certaines applications, comme les TikTok. Les TikTok, par exemple, le TikTok en Chine, c'est beaucoup plus dans le domaine de l'éducation. C'est pas pour la danse. Mais les Africains ont très mal compris les TikTok. Oui. Ils passent tout leur temps à danser
Et si seulement on utilisait les TikTok pour parler de notre culture, pour parler des langues, la richesse des langues que possède notre continent et tout, comment nous pouvons échanger ensemble à travers les langues. C'est très important. Donc, c'est normal que les États doivent maintenant, et j'encourage certains leaders ou chefs d'État à contrôler culturellement ce que consomme leur jeunesse. Sinon, ça ne va pas beaucoup aider notre continent vraiment à sortir de cette pauvreté culturelle, mentale ou psychologique. Voilà. Merci beaucoup, Alfred. On va à la fin de cette interview. Une autre question? Non, je veux dire que c'est pas facile de clôturer. Ça devenait de plus en plus intéressant. Mais j'aimerais aussi rappeler à notre audience qu'ils peuvent continuer, les débats peuvent continuer en ligne parce que cette émission passe sur différentes chaînes de YouTube. Donc, si vous voyez cette émission sur YouTube, vous pouvez toujours mettre les commentaires. Donc, les débats peuvent toujours continuer en ligne. Même sur notre page Leadership d'Impact, notre page Facebook, ils peuvent continuer à donner leur point de vue par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Alors, parole de sage pour la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes, Monsieur Kabale, je dirais un conseil de sage? Ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faut savoir choisir et faire le bon choix. Et quand on choisit de ne pas choisir, là aussi on a choisi. Refuser de choisir ce qui est sur les réseaux sociaux, tout ce qui passe à la télévision avec des femmes nues, vous refusez de regarder, vous regardez à côté. Là, vous avez choisi. Ok, merci beaucoup. Et suivre la ligne prescrite par l'autorité. Parce que tout ce dont nous venons de parler ici se trouve quelque part dans le programme de ce pays. Quand vous voyez qu'à la radio et même au ministère, on apprend aux gens qu'est-ce qui se dit mieux et qu'est-ce qui n'est pas dit mieux dans la langue Kinyarwanda, je crois qu'on va arriver à trouver des valeurs apportées comme des chandelles. Moi, j'ai confiance. Merci beaucoup. Vous êtes encore très jeune, vous verrez ça. Merci beaucoup. Ok. Alors, on clôture. Jen? Oui, on arrive déjà à la fin de cette émission. On profite pour vous rappeler que c'est chaque mardi sur Isango Star TV que vous pouvez suivre direct chez vous. Mais aussi, cette émission est disponible en ligne, donc les débats continuent. Vous pouvez aussi nous proposer des sujets ou mettre des commentaires à votre point de vue sur ce même sujet. Donc, on dirait à mardi prochain. Merci beaucoup à nos invités. Merci à M. Kabale. Merci beaucoup de votre disponibilité. Je devais même acclamer, mais j'ai les mains liées sur Ok, au revoir. On va se voir mardi. Ciao. Shari Logon.